l'une des énigmes les plus troublantes de la musique rock, a commencé durant l'hiver 1995, lorsque les fans ont appris que Richie Edwards, le talentueux guitariste et parolier des Manic Street Preachers, avait disparu sans laisser de traces. Bienvenue dans American Legends. Et aujourd'hui, nous allons parler des célébrités qui ont disparu et n'ont jamais été retrouvées, et qui sont toujours portées disparues. Amelia Earhart. Dès qu'Amelia Earhart a pris son premier vol, elle semblait destinée à inscrire son nom dans les cieux. Née en 1897, Earhart était une pionnière qui a brisé les barrières de genre dans l'aviation grâce à son esprit audacieux et sa détermination inébranlable. Elle a attiré l'attention mondiale en 1932 lorsqu'elle est devenue la première femme à traverser l'Atlantique en solo et sans escale, un exploit qui l'a propulsée dans les annales de l'histoire. Ne se reposant pas sur ses lauriers, Earhart a continué à repousser les frontières du vol, entreprenant une audacieuse tentative de faire le tour du monde en 1937 avec son navigateur Fred Noonan. Le 2 juillet de cette année, leur Lockheed Electra a disparu au-dessus du vaste Pacifique, à proximité de l'île Howland. À mesure que les jours se transformaient en semaines et que les opérations de sauvetage fouillaient les mers, le monde retenait son souffle. Malgré des recherches approfondies par la marine des États-Unis et divers passionnés d'aviation, aucune épave définitive n'a été retrouvée et aucune preuve concluante n'a indiqué leur sort. Au fil des décennies, les théories ont fusé. Certains disent qu'ils se sont écrasés dans l'océan. D'autres croient qu'ils étaient naufragés sur un atoll isolé et plus encore suggèrent des conspirations plus sombres. Pourtant, l'héritage durable d'Earhart reste intact. Son esprit d'exploration et de détermination continue d'inspirer, faisant de sa disparition l'un des mystères les plus troublants de l'histoire. Bison Dell. Bison Dell était plus qu'une simple figure imposante sur le terrain de basket. C'était un esprit libre qui refusait d'être confiné par les limites des projecteurs de la NBA. Né Brian Williams en 1969, il a changé son nom en Bison Dell en témoignage de son individualité et de son désir d'une vie au-delà de la célébrité. Après avoir aidé les Chicago Bulls à remporter un championnat et avoir joué avec des équipes comme le Orlando Magic, Dell a stupéfié le monde du sport en prenant sa retraite à l'âge de 30 ans, renonçant à des millions pour explorer le monde. En juillet 2002, Dell met les voiles depuis Tahiti avec sa petite amie, Serena Carlan, son frère aîné, Miles d'abord, né Kevin Williams, et le capitaine du bateau. Peu après, seul Miles refit surface, seul. Le navire, nommé Hakuna Matata, fut finalement retrouvé, mais Bison, Serena et le capitaine manquaient à l'appel. Les accusations se tournèrent rapidement vers Miles, qui avait falsifié la signature de Bison sur des documents financiers. On pense qu'une altercation en mer a conduit à une fin tragique pour tous à bord. Pourtant, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Miles resta silencieux, mourant peu après d'une overdose d'insuline. Aujourd'hui, la disparition de Bison Dell reste une énigme glaciale, un rappel frappant de la façon dont une quête d'aventure peut se dissoudre dans l'inconnu. Connie Converse. Connie Converse était une âme pionnière dans la scène musicale des années 1950, bien avant que le concept de chanteur-compositeur devienne un pilier de la culture populaire. Née en 1924, elle a composé des ballades folk introspectives dans un petit appartement de New York, créant une musique à la fois confessionnelle et envoûtante. À une époque où l'industrie se concentrait sur les grands ensembles de jazz et les orchestres imposants, le style intime de Connie passa largement inaperçu. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien reconnaissaient son immense talent, décrivant son travail comme douloureusement honnête, reflet d'un esprit inquiet aux prises avec les complexités de la vie. Au début des années 1970, Connie vivait à Ann Arbor, Michigan, travaillant discrètement dans le milieu universitaire. Se sentant désillusionnée et croyant que ses ambitions artistiques n'avaient pas été réalisées, elle a écrit une série de lettres d'adieu à ses amis et à sa famille en août 1974. Ensuite, elle a rangé ses affaires dans sa Volkswagen coccinelle et a disparu sans avertissement. Personne ne l'a vue ni entendue depuis. Des décennies plus tard, des bandes magnétiques de ses enregistrements réapparaîtraient, captivant une nouvelle génération d'auditeurs attirés par ses mélodies mélancoliques et ses paroles poétiques. Sa disparition demeure l'un des grands mystères de la musique. A-t-elle cherché un nouveau départ sous une identité supposée? Ou quelque chose de plus sombre lui est-il arrivé sur la route? La vérité demeure une énigme obsédante. Rappeur canadien. Mourir jeune. Né à Vancouver, en Colombie-Britannique, Dee, diminutif de Die Young, s'est imposé comme un talent prodigieux dans le paysage hip-hop canadien. Dès l'âge de 14 ans, il a déversé ses expériences brutes et ses rêves ambitieux dans des paroles
les fans locaux et les initiés de l'industrie. Au début de ses 20 ans, Dye avait attiré l'attention grâce à ses performances énergiques et son style distinct, aboutissant à des collaborations avec des noms notables de la scène musicale canadienne. Propulsé par une reconnaissance croissante, il visait à percer sur un marché plus large, s'étendant au-delà des clubs locaux et des stations de radio qui avaient d'abord accueilli son talent. Pourtant, sous cette montée rapide se trouvait une série de conflits personnels et de pressions croissantes. En août 2010, il a informé sa famille de ses projets de voyage, peut-être au Mexique, à la recherche d'inspiration ou d'un répit bien nécessaire. Puis, comme s'il n'avait jamais existé, Dye a disparu. Pendant des mois, personne n'a eu de ses nouvelles. Ses mises à jour sur les réseaux sociaux ont cessé brusquement, et les appels des proches inquiets sont restés sans réponse. Ce n'est qu'en novembre 2010 qu'il a été officiellement signalé disparu auprès du service de police de Toronto. Les spéculations allaient bon train. S'était-il impliqué dans des affaires illicites ou cherchait-il simplement à se réinventer loin des regards du public? Malgré les rumeurs persistantes et les enquêtes menées par ses fans, le sort de Dye reste non résolu, laissant sa famille et ses admirateurs en quête de réponses. Fred Noonan. Fred Noonan était déjà un aviateur chevronné et un expert en navigation maritime avant de faire équipe avec Amelia Earhart pour sa tentative légendaire de circumnavigation du Le Monde. Né en 1893, Noonan a passé des années à tracer les cieux pour la Pan American Airways, pionnier des routes transpacifiques et perfectionnant des techniques de navigation qui étaient à la pointe de la technologie dans les premiers jours de l'aviation. Admiré pour sa précision et son calme sous pression, il était exactement le genre de partenaire dont Earhart avait besoin pour entreprendre un voyage aussi ambitieux. Le 2 juillet 1937, le duo quitta Lae, en Nouvelle-Guinée, espérant atteindre l'île Howland à travers le vaste Pacifique. Cependant, quelque part au-dessus de l'immense étendue de l'océan, les transmissions radio devinrent brouillées et le contact fut perdu. Bien que des efforts de recherche massifs aient été déployés, aucune épave ou aucun reste définitif ne fut jamais retrouvé. Les conjectures sur le sort de Noonan allaient de l'hypothèse simple de la panne de carburant suivie d'un crash en mer à des scénarios plus élaborés impliquant des naufrages ou des captures clandestines. Les historiens et les passionnés d'aviation ont examiné les journaux de navigation et les enregistrements de communication disponibles, espérant résoudre l'énigme. Pourtant, Fred Noonan reste aussi insaisissable que les profondeurs de l'océan qu'il a un jour traversé avec confiance. Cartographié. Sa disparition, entremêlée à celle d'Earhart, reste l'un des mystères les plus durables de l'histoire, emblématique des périls et de l'audace de l'aviation précoce. Jeppe Andrews. Jeppe Andrews est né en 1979 à Key Largo, en Floride, apparemment prédestiné à une vie dans les arts. L'expérience de son père en tant que guitariste chevronné a éveillé la fascination précoce de Jeppe pour la scène, le conduisant à auditionner pour une agence qu'il a rapidement signée. Le portfolio d'Andrews a fleuri. Il est apparu dans le classique controversé American History X 1998 et le film d'horreur Cabin Fever 2002, attirant un public modeste mais fidèle. Toujours agité et créativement insatiable, Andrews s'est diversifié dans la réalisation, l'écriture de scénarios et la composition de chansons, en expérimentant chaque facette de la production cinématographique, du montage à la cinématographie. Mais en 2015, l'engouement vibrant autour d'Andrews s'est brusquement arrêté. On l'a vu pour la dernière fois se comporter de manière erratique dans un bar, une vision inhabituelle qui a inquiété les spectateurs. Peu de temps après, ses comptes sur les réseaux sociaux ont disparu. Son site personnel a été désactivé et des rumeurs ont circulé selon lesquelles tous ses films ont été détruits. L'acteur a glissé silencieusement dans le vide, emmenant sa petite amie, Mary Ann, avec lui. Les forums en ligne ont explosé de théories. A-t-il orchestré sa propre disparition ou a-t-il été réduit au silence par un adversaire caché? Des déclarations occasionnelles d'observation ou des captures d'écran cryptiques de FaceTime n'ont fait qu'approfondir l'intrigue. Jusqu'à aujourd'hui, Jeppe Andrews reste une figure fantomatique dans les annales d'Hollywood, laissant derrière lui un tourbillon de questions non résolues et un héritage de travail créatif désormais teinté de mystère. Jim Robinson. Autrefois un boxeur prometteur qui a partagé le ring avec nul autre que Muhammad Ali, Jim Robinson semblait prêt à obtenir une reconnaissance que seuls quelques élus atteignent. En février 1961, Robinson est intervenu en tant que remplaçant de dernière minute pour l'adversaire prévu d'Ali. Bien qu'il ait été rapidement mis KO, cette brève danse avec une légende future a gravé le nom de Robinson dans les annales de l'histoire de la boxe. Pourtant, alors que l'étoile d'Ali montait en flèche, la fortune de Robinson déclinait. Il a pris sa retraite du ring en 1963, s'éloignant discrètement d'un sport qui peut être brutalement impitoyable. Les années ont passé, et le boxeur qui s'était autrefois mesuré au plus grand est tombé dans l'oubli. Sa dernière apparition publique connue
une interview en 1979 où il a réfléchi sur la nature éphémère de la célébrité et les difficultés financières qui souvent assaillent les combattants à la retraite. Après cela, Jim Robinson semble avoir échappé aux mailles de l'histoire. Aucun enregistrement ou observation ultérieure n'a été confirmé. Pour les fervents historiens de la boxe, sa disparition reste un rappel poignant de la nature éphémère de la célébrité sportive. Robinson a-t-il choisi l'anonymat, trouvant la paix loin des projecteurs? Ou est-ce que les difficultés de la vie l'ont poussé au-delà de la portée de la société? Le mystère perdure, alimentant la curiosité sur la façon dont un homme qui a partagé un ring avec la grandeur a pu disparaître sans laisser de traces. Jim Sullivan. La vie de Jim Sullivan se lit comme un roman non résolu, débordant de mélodies oniriques et d'échos fantomatiques de ce qui aurait pu être. Né au Nebraska, il s'est rendu à Los Angeles à la fin des années 1960, cherchant sa place dans une scène musicale ouverte aux innovateurs. Son album de 1969, UFO, mettait en avant un mélange distinctif de folk rock et d'introspection cosmique, laissant ceux qui l'écoutaient envoûtés par ses voix douces et ses paroles énigmatiques. Malgré son potentiel, le disque est passé inaperçu du grand public, tout comme son album suivant. Au milieu des années 1970, Sullivan sentait sa carrière stagner et son mariage se tendre sous les soucis financiers. En 1975, il partit pour Nashville, espérant un nouveau départ dans une ville qui pourrait apprécier son son sincère. Cependant, quelque part près de Santa Rosa, au Nouveau-Mexique, Jim Sullivan a disparu. Sa voiture a été retrouvée abandonnée, la guitare et des disques non vendus laissés derrière. Mais l'homme lui-même était introuvable. La spéculation a grimpé. Certains chuchotaient sur des enlèvements extraterrestres, un clin d'œil au titre de son album. D'autres soupçonnaient une action criminelle ou un cas plus simple d'un homme perdu dans le désert. Des décennies plus tard, sa musique serait redécouverte par un groupe de fidèles, amplifiant le mythe qui entoure sa vie et son départ mystérieux. Sullivan reste une note de bas de page obsédante dans l'histoire de la musique américaine. Joe Pitchler. Joe Pitchler était un jeune talent brillant qui illuminait les écrans à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Né et grandi à Bremerton, dans l'État de Washington, il a commencé à jouer dès l'âge tendre de 4 ans, décrochant rapidement des rôles dans des productions hollywoodiennes comme Varsity Blues et la série de films Beethoven. Son comportement joyeux et sa présence naturelle devant la caméra l'ont fait apprécier des spectateurs, faisant de lui une figure reconnaissable dans les films familiaux. Cependant, à l'adolescence, Joe aspirait à une adolescence plus typique, choisissant de se retirer de la scène médiatique en 2003 pour terminer ses études dans sa ville natale. Diplômé en 2005, il a laissé entendre un possible retour dans le show business. Pourtant, le 5 janvier 2006, Joe a passé une soirée avec des amis et n'est jamais rentré chez lui. Quelques jours plus tard, sa Toyota Corolla argentée a été découverte avec une note à l'intérieur, bien qu'il soit incertain si elle impliquait une auto-agression. Aucune piste définitive n'a émergé, malgré des recherches approfondies et des appels publics. Ses amis le décrivaient comme plein de vie, bien que sous un certain stress concernant son avenir. Pour sa famille, l'incertitude est la pire des agonies. Ils espèrent toujours un miracle, le jour où il franchira la porte sain et sauf. Jusqu'à ce jour, la disparition de Joe Pitchler reste un point d'interrogation profondément troublant dans l'histoire d'Hollywood des enfants interprètes disparus. Netaji Subhas Chandra Bose. Netaji Subhas Chandra Bose était une figure influente dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde, vénéré pour son éloquence enflammée et sa détermination sans relâche. Né en 1897, Bose est apparu comme une voix éminente au sein du Congrès national indien, se séparant finalement pour diriger l'armée nationale indienne, INA, une force armée qui cherchait à renverser la domination coloniale britannique. En s'alignant brièvement avec l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, il espérait que leur puissance accélérerait la libération de l'Inde. Une stratégie controversée qui lui a valu à la fois admiration et critique. Son dernier chapitre reste entouré de légendes. Le 18 août 1945, des rapports ont affirmé qu'il est mort dans un crash d'avion partant de Taipei. Pourtant, aucune photographie, aucun reste, ni certificat de décès officiel n'ont été produits, alimentant l'incrédulité généralisée parmi ses partisans. Au cours des décennies suivantes, plusieurs commissions ont enquêté sur l'incident, offrant des conclusions contradictoires, certaines affirmant fermement qu'il est mort dans l'accident, d'autres suggérant qu'il a survécu. Les théories du complot ont foisonné. Bose aurait-il pu se glisser en URSS ou vivre clandestinement comme un moine dans les régions reculées de l'Inde? Beaucoup soutiennent encore que le leader charismatique aurait pu orchestrer sa propre disparition pour continuer le combat dans l'ombre. Aujourd'hui, l'héritage de Netaji perdure dans la culture indienne, témoignage de son impact indélébile.
Toutefois, le secret entourant sa prétendue mort garantit que son histoire captivera à jamais l'imagination du monde. Orel Wintermute, joueur de basketball américain. Orel Wintermute se dressait comme une figure imposante, à la fois littéralement et figurativement, dans le monde du basketball universitaire. À 6 pieds 8 pouces, il jouait au poste de pivot pour les légendaires Talfers de l'Université d'Oregon, l'équipe qui a remporté le tout premier championnat NCAA en 1939. Célébré pour sa défense imposante et sa conscience du terrain, Wintermute est entré dans les annales des premières légendes du sport. Il s'est ensuite lancé dans le basketball professionnel, jouant pour les Detroit Eagles, puis est devenu entraîneur au niveau régional, cimentant son engagement à vie envers le jeu. Vers le milieu des années 1970, il a trouvé une vie plus tranquille à Seattle, après avoir pris sa retraite en raison de problèmes de santé, y compris une condition cardiaque. Le 19 octobre 1977, Wintermute rejoignit un ami pour une sortie décontractée sur le lac Union à bord d'un petit yacht. Tandis que son compagnon dormait, Wintermute aurait apparemment disparu. Lorsque l'ami s'est réveillé le lendemain matin, il n'y avait aucune trace de lui, aucun signe de lutte ou d'accident. Les autorités ont lancé une recherche approfondie, draguant le lac et fouillant le rivage, mais n'ont rien découvert. Les spéculations allaient d'un épisode médical catastrophique à une chute malencontreuse par-dessus bord. L'affaire reste non résolue, une note troublante dans l'histoire du sport. Pour un homme autrefois loué pour sa présence imposante, la disparition d'Orel Wintermute demeure un rappel frappant de la fragilité de la vie. Rich Edwards. Rich Edwards était la force créative sombre derrière le groupe de rock gallois Manic Street Preachers, connu pour ses paroles incisives et politiquement engagées, ainsi que sa présence scénique magnétique. Né en 1967, il a obtenu un diplôme en histoire politique, canalisant sa vision du monde perspicace dans les chansons du groupe, qui abordaient des sujets allant de la culture de consommation au désespoir personnel. Souvent éclipsé par ses camarades de groupe flamboyants, Edwards est néanmoins devenu une figure emblématique, vénéré par les fans pour son honnêteté poétique et ses interviews introspectives. Pourtant, sous l'apparence de rockstar, se cachait une âme tourmentée, luttant contre la dépression et l'automutilation. La tension s'est intensifiée en 1995, lorsque les Manics se préparaient pour une tournée aux États-Unis. Le 1er février, Edwards a quitté son hôtel de Londres et a disparu. Sa voiture a été découverte des semaines plus tard près du pont Severn, une zone connue pour les suicides, ce qui a amené beaucoup de gens à craindre le pire. Cependant, aucun corps n'a été retrouvé et aucune preuve définitive n'a émergé pour confirmer son sort. Au fil des années, des rumeurs l'ont placé partout, de Goa, en Inde, à Fuerteventura, dans les îles Canaries. Certains fans s'accrochent à l'espoir qu'il ait quitté intentionnellement la scène publique. En 2008, il a été officiellement déclaré mort en son absence, mais le mystère persiste. La disparition d'Edwards demeure un symbole poignant des pertes tragiques de la musique, soulevant des questions troublantes sur la célébrité, la santé mentale et le poids hanté des secrets inavoués. Sean Flynn. Sean Flynn, né dans une famille royale hollywoodienne en tant que fils de l'acteur Errol Flynn, a refusé de suivre un chemin conventionnel. Bien qu'il ait d'abord essayé le métier d'acteur, il se sentait insatisfait, aspirant à une quête plus profonde et plus significative. Au début de la vingtaine, Flynn a dirigé son énergie débordante vers le photojournalisme, se plongeant au cœur de la guerre du Vietnam. Avec un appareil photo en bandoulière, il montrait un talent audacieux pour capturer des images puissantes et sans filtre qui dévoilaient les dures réalités du conflit. Le 6 avril 1970, Flynn et son collègue photojournaliste Dana Stone sont montés à moto au Cambodge, impatients de documenter les tensions croissantes le long de la frontière. Ce fut le dernier jour où ils ont été vus vivants. Des témoins ont affirmé qu'ils avaient été pris par des guérilleros communistes, probablement les Khmers rouges, célèbres pour leur régime brutal. De nombreuses tentatives pour retrouver les deux hommes n'ont rien donné, laissant derrière elles un flot de spéculations. Certains pensent qu'ils ont été exécutés en captivité. D'autres s'accrochent à la possibilité qu'ils aient survécu en tant que prisonniers. Plus d'un demi-siècle plus tard, le nom de Sean Flynn reste synonyme de journalisme intrépide et du sacrifice ultime. Malgré des rumeurs périodiques et des restes prétendument remis aux autorités, aucune réponse définitive n'a émergé. Sa disparition demeure un rappel sombre du tribut impitoyable de la guerre sur ceux qui osent la documenter. Tammy Lynn Leppert. Tammy Lynn Leppert était une présence vivante dans le circuit de mannequins de Floride, remportant les couronnes de nombreux concours de beauté avant la fin de son adolescence. Avec des rêves de célébrité à l'écran, elle a décroché de petits rôles dans des films comme Scarface, 1983 et Spring Break,
captant l'attention avec son charme pétillant et son apparence frappante. Pourtant, alors que sa carrière prenait son essor, la vie personnelle de Tammy a commencé à se déliter. Ses amis et sa famille ont remarqué un changement soudain dans son comportement, décrivant des accès de paranoïa et une peur inhabituelle que quelqu'un veuille lui faire du mal. Le 6 juillet 1983, après une dispute avec un ami à Rockledge, Floride, elle a disparu sans laisser de traces claires. Les premières théories supposaient un acte criminel, étant donné sa récente détresse et ses affirmations inquiétantes qu'elle était suivie. Au fil des décennies, des rumeurs ont émergé sur sa prétendue poursuite d'une carrière d'infirmière sous une nouvelle identité. D'autres pensent qu'elle a été victime d'un élément criminel obscur. Malgré les tentatives répétées des forces de l'ordre et des enquêteurs privés, aucune piste définitive n'a répondu à la question de savoir où Tammy Lynn Leppert est allée. Sa mère est décédée sans jamais connaître le sort de sa fille, laissant un tourbillon de questions sans réponse. L'histoire de Tammy perdure à la fois comme une mise en garde et une tragédie hollywoodienne. Note de bas de page. Une vie pleine de promesses perdues dans les pages des mystères non résolus. Trevor Moore. Trevor Moore était un marin remarquable avec une lignée impressionnante. Élevé dans le Massachusetts, il a affûté ses compétences sur les eaux agitées du Nord-Est, obtenant plusieurs distinctions All-American au Collège Hobart et William Smith. En 2012, sa détermination inébranlable a porté ses fruits lorsqu'il a représenté les États-Unis aux Jeux Olympiques de Londres, terminant honorablement dans sa catégorie de voile. Toujours compétiteur, Moore a rapidement tourné son attention vers les Jeux Olympiques de 2016, consacrant de longues heures à des sessions d'entraînement sur les mers baignées de soleil de la Floride. Pourtant, le 25 juin 2015, un voyage en solitaire apparemment anodin au départ de Coconut Grove à Miami a tout bouleversé. Il a embarqué dans un petit canot pneumatique, vraisemblablement pour une sortie de routine sur la baie de Biscayne. Quand il n'est pas revenu, ses amis inquiets ont alerté les autorités. Le soir, son bateau a été découvert abandonné, moteur toujours en marche, effets personnels intacts. Pourtant, Trevor était introuvable. Des hélicoptères de la garde côtière et plusieurs bateaux de sauvetage ont parcouru plus de 500 000 nautiques carrés, mais aucune trace n'a émergé. Les spéculations abondent. Un accident imprévu l'a-t-il entraîné sous les vagues, ou y a-t-il une explication plus sinistre? Sans réponse, sa famille et la communauté de la voile dans son ensemble restent dans l'incertitude, pleurant un athlète dont l'avenir semblait plein de promesses. L'eau, si centrale dans sa vie, cache désormais le mystère ultime de sa disparition. Zelim Bakaev. La voix de Zelim Bakaev s'est élevée sur les ondes radio en Tchétchénie et en Russie, lui valant un public dévoué pour ses ballades émouvantes et ses hymnes pop. Charismatique sur scène, il était célébré comme un talent local qui mélangeait des motifs tchétchènes traditionnels avec des rythmes pop modernes. Malgré sa célébrité croissante, Zelim est resté humble, interagissant souvent avec les fans et parlant ouvertement de son amour pour sa culture et sa musique. En août 2017, il est revenu de Moscou à Grozny pour le mariage de sa sœur. Une occasion joyeuse qui promettait des retrouvailles familiales et des festivités publiques. Cependant, quelques jours après son arrivée, il a disparu. Des témoins ont rapporté avoir vu des hommes qui semblaient être des forces de sécurité le forcer à monter dans un véhicule près de la ville. Centre. Les déclarations officielles offraient peu de clarté. Puis 2 vidéos YouTube ont apparu, prétendant montrer Zelim en Allemagne. Cependant, amis et famille ont remarqué des incohérences. Le locuteur semblait amaigri, son attitude angoissée. Il croyait fermement qu'il s'agissait soit d'une vidéo forcée, soit de quelqu'un se faisant passer pour lui sous la contrainte. Avec des rumeurs circulant sur une purge en cours visant les individus LGBTQ+, en Tchétchénie, les préoccupations internationales se sont intensifiées. Malgré les protestations et les appels des organisations de défense des droits de l'homme, aucune preuve vérifiable de la sécurité de Zelim n'a émergé. Sa disparition reste un rappel glaçant de ce qui peut se passer lorsque l'art, l'identité et les forces politiques se heurtent, laissant les fans espérer qu'il a pu survivre à ce sombre chapitre. Terrence Woods Jr. nourrissait de grandes ambitions dès son plus jeune âge, rêvant de transformer des séquences brutes en documentaires captivants. Après avoir obtenu 2 maîtrises de l'Université du Maryland, il s'est lancé dans une carrière fulgurante dans la production télévisuelle mondiale, affrontant des tâches à travers les continents. Animé par la curiosité et une soif inextinguible d'aventure, il décrocha un poste d'assistant producteur sur un spin-off de Gold Rush, près des mines de Penman, dans l'Idaho, en 2018, un rôle qui le plongea au cœur d'une nature sauvage, de tournages exigeants et d'un risque toujours présent. Le 5 octobre 2018, alors que le tournage se terminait pour la journée, Terrence aurait laissé tomber sa radio et dévalé en courant une pente abrupte.
disparaissant dans la forêt épaisse sans explication. Les membres de l'équipage furent stupéfaits, le cherchant frénétiquement jusqu'à ce que l'obscurité les force à appeler les autorités. Une recherche de plusieurs jours s'ensuivit, utilisant des drones, des chiens et des équipes au sol, mais aucun indice n'apparut. Les membres de la famille remirent en question le récit officiel, insinuant que Terence aurait pu être victime d'intimidation ou aurait découvert quelque chose de troublant sur le plateau. Des récits contradictoires, une dépression nerveuse supposée contre une dissimulation possible, ont maintenu cette affaire sous le feu des projecteurs. Raw TV, la société de production, insiste sur le fait qu'elle a coopéré pleinement, mais l'absence de réponse tangible laisse un vide béant. Aujourd'hui, Terence Woods Jr. est toujours porté disparu, une autre pièce du puzzle perdue dans l'immense nature sauvage de l'Idaho.